je réponds à une première interrogation qui est quelles sont mes recherches actuellement dans le domaine de la sociologie. Je devrais dire tout de suite en partant sociologie et psychosociologie, puisque je suis intéressé par les deux étiquettes. Pour le faire, je pense que je partirai immédiatement de mes activités concrètes, aujourd'hui, demain. Tiens, ça donne une idée. Alors, par exemple, ce midi, je vais à un conseil d'administration d'un organisme communautaire bénévole qui est sans but lucratif, c'est-à-dire qui s'appelle Le Transit, qui est un centre de crise en santé mentale et qui donc intervient auprès des gens qui vivent des urgences de type psychiatrique. Et je suis là uniquement à titre de représentant universitaire bénévole sur un CA pour un peu suivre le dossier. Ça fait depuis l'origine de l'organisme, donc depuis une dizaine d'années que je suis sur ce CA. C'est une activité, je dirais, dans la communauté, dans la collectivité, qui marque mon intérêt pour l'intervention sociale en santé, qui est un de mes champs, évidemment, privilégiés depuis maintenant plusieurs années. L'autre activité que j'aurai tout de suite après, c'est un groupe de recherche où je suis associé, où on fait une géographie urbaine de l'immigration dans un quartier pour construire un outil d'animation et de réflexion en milieu scolaire. C'est dirigé par une collègue en travail social et différents intervenants dans le milieu associatif et communautaire. Et puis, on essaie de faire une carte sociologique du quartier, mais à partir d'une base géographique. Donc, par exemple, un bâtiment où on prend une photo, mais qui a une histoire. Et l'histoire pose une question. Est-ce que, par exemple, ce bâtiment qui est un hôpital, par exemple, et qui s'appelle le Jewish Hospital, par exemple, qu'est-ce qu'il nous dit de l'origine de la communauté juive dans le quartier de Côte-des-Neiges? Et quelle est la place relative de cet hôpital parmi le champ des institutions, et ainsi de suite. Cet outil-là de réflexion va être proposé à des enseignants, et éventuellement à des étudiants ou à des élèves, et aussi à des intervenants, pour que la prise de conscience de où ils vivent soit un outil de réflexion, je dirais, critique sur ce qu'ils font et pourquoi ils se préparent dans la vie à faire telle et telle étude. Et demain, j'interviens à Québec. Je fais une petite conférence sur un programme de prévention en santé mentale dans les milieux d'enseignement, avec, dans le cadre d'un colloque ou d'un séminaire qui réunit tous les responsables de santé au travail d'une centrale syndicale qui s'appelle la CSQ, Centrale des syndicats du Québec, et qui s'occupe particulièrement de l'enseignement. Et ce sera le résultat d'une étude que j'ai faite en partenariat avec des intervenants dans un milieu scolaire qui ont mis sur pied depuis des années, depuis une quinzaine d'années, un programme de prévention en santé mentale et dans différents aspects. Alors, on donne les résultats de cette enquête avec une discussion, débat en assemblée après, pour un peu voir comment le syndicalisme peut, je dirais, mieux investir encore dans le domaine de la prévention en santé au travail, mais particulièrement santé mentale, qui est un problème qui, maintenant, est de plus en plus reconnu comme étant un véritable phénomène dans le domaine de l'évolution des organisations dites modernes avancées ou industrielles avancées, peu importe, on verra ces mots-là peut-être un peu plus tard. Voilà un peu un exemple tout à fait actuel de trois champs qui sont relativement liés pour moi et qui relèvent de ma formation de départ. Alors, je vais remonter un peu dans le temps pour un peu décrire ma formation, mes enseignements et ensuite mes sources théoriques à travers cela. Dans la formation, la première formation, elle se passe en philosophie. Alors, je serai d'abord philosophe dans les années 65-70. Alors, je termine une maîtrise en philosophie en 69 à l'Université du Québec à Trois-Rivières, naissante à cette époque-là, parce qu'elle fait partie d'une des universités qui va se créer en même temps que l'UQAM. Donc, en 69, j'ai mon diplôme en 69. Donc, on va l'avoir à la naissance, là. Et c'est la mouvance des années 68, c'est la mouvance des turbulences sociales, mais qui mettent en évidence en particulier la condition étudiante. Alors, je vais être très actif dans les mouvements étudiants à cette époque-là, mais c'est en même temps la guerre du Vietnam. C'est en même temps toutes sortes de manifestations dans les rues, je dirais, sur des enjeux internationaux et globaux. Là, j'avais organisé, par exemple, avec d'autres collègues étudiants, des marches
contre la guerre au Vietnam. Alors, à côté de la philo, il y a donc l'action qui va toujours pour moi être une préoccupation. Étudier, enseigner et agir dans l'action sociale. C'est mes 3 pôles de référence majeurs, je dirais, et qui remontent, on pourrait remonter à l'enfance pour montrer qu'elles étaient déjà là. Après la philo, je vais donc enseigner au niveau collégial, la philo, mais je vais tout de suite me réorienter dans les années 71, donc quelques années, pas longtemps après, dans une formation en psychologie sociale à Sherbrooke. Donc, je vais faire une maîtrise en psychologie dite des relations humaines, et avec un champ de concentration qui est les organisations. Donc la psychologie organisationnelle ou des organisations. Et en même temps que j'agis un peu comme conseiller dans certains programmes de formation enseignante et aussi dans les organisations. Après cette formation en psycho, où j'ai une maîtrise, je vais arriver à l'UQAM ici en 1978 et je vais rentrer pas longtemps après en sociologie, où là je ferai un doctorat en sociologie et ma thèse portera en santé. Alors, ce sera un doctorat en santé et les pratiques de santé, particulièrement dans le champ de la santé mentale. On voit tout de suite mon vieux lien qui m'amène ce midi à participer à un organisme communautaire en prévention en santé mentale ou une urgence de crise. Ben, ça remonte à cette thèse de doctorat qui était dans le domaine des pratiques en santé. Si j'interviens dans les syndicats, c'est que depuis la psycho et la socio, je m'intéresse aux organisations et à la santé dans les organisations aussi depuis ce temps-là. Et ma foi, la philo est toujours utile pour un peu, je dirais, situer les fondements critiques de ces pratiques et théories plus ou moins impliquées dans la pratique. Alors voilà pour le parcours académique. Le parcours de travail, donc l'enseignement au niveau collégial d'abord, ensuite conseiller rattaché à l'Université de Sherbrooke, et finalement professeur ici en l'UQAM dans un département qui s'appelle communication, mais qui regroupe toutes sortes de monde. Il y a un pendant communication sociale, puis un pendant média, et moi mon intérêt sera pour la communication sociale et psychosociale. Je travaillais dans un programme particulièrement qui s'appelle à l'époque baccalauréat en relations humaines, et ensuite en maîtrise en communication et au doctorat en communication. Et mes enseignements vont porter, je dirais, essentiellement dans 2 domaines. La communication dans les organisations, où je vais aborder tous mes intérêts pour la gestion, les transformations dans les organisations et l'impact sur les personnels et les personnes. Et l'autre secteur, c'est les théories et les pratiques de l'intervention sociale. Donc aussi bien l'intervention en milieu associatif que l'intervention communautaire, comme on les appelle, que l'intervention plus large en termes de mouvements sociaux, donc le syndicalisme, l'intervention dans les institutions de santé. Et ces 2 enseignements-là vont se traduire la plupart du temps en projet de recherche. Alors mes champs de recherche vont bouger, mais depuis maintenant une dizaine d'années, je travaille dans le milieu de la santé. Alors la recherche en santé dans un C3S qu'on appelle le Centre de santé et de services sociaux, et qui s'intéresse particulièrement à la question de l'immigration et des réfugiés et l'accessibilité des soins et des services à cette population migrante. Alors moi je m'intéresse dans cette dimension-là particulièrement aux interventions qui favorisent, je dirais, une certaine, les mots ici sont toujours dangereux, intégration peut-on dire, ou interaction, en tout cas, dans la diversité culturelle, qui permet à l'immigration de vraiment accéder, je dirais, à un statut de citoyenneté. D'où cette idée, par exemple, de cet après-midi, où je vais intervenir dans une équipe de recherche qui veut équiper les enseignants pour que la réalité de l'immigration dans le quartier, sur une base très concrète, puisse être intégrée dans les préoccupations de l'enseignement et de la formation des jeunes. Et qu'on puisse traiter, je dirais, directement, en termes de conscience critique, la situation réelle des immigrants et réfugiés. Et qu'on puisse, je dirais, avoir une vision la plus ouverte possible par rapport à cette réalité-là. C'est un exemple, et donc je travaille dans plusieurs recherches qui touchent ce domaine-là. Ben voilà pour un premier topo assez large. Je pourrais prendre un autre chapitre et parler un peu plus maintenant des influences théoriques.
Alors, sur le plan des influences théoriques, je pense que l'articulation principale se fait du passage de la philo à la psycho. Et en psycho, je serai en ce qu'on appelle la psychologie des relations humaines, la psychologie sociale. Et en socio, ensuite, je m'intéressais beaucoup à des domaines qui traitent de l'individu. Alors, il y a donc un certain paradoxe, et au contraire pour moi un lien, entre mes intérêts, par exemple, en sociologie, les pratiques en santé mentale et en santé tout court, et en psychologie, l'intérêt pour le social. Alors, quelle est la différence? Pourquoi parfois je m'appelle psychosociologue plutôt que sociologue? Et pour faire une blague, souvent on dit souvent qu'avec les psychologues, je suis un sociologue, puis avec les sociologues, je suis un psychologue. Puisque je ne suis pas purement l'un et l'autre, mais les liens entre les deux m'intéressent. Qu'est-ce qui arrive? Quand on rentre en psychologie, dans le champ disciplinaire de psychologie, qui est très éclaté, contrairement aux apparences, il n'est pas tant que ça uniquement centré sur l'individu tout nu ou pur. Au contraire, il est de plus en plus social. Mais la perspective, effectivement, est de voir le social en contexte. Donc, comme un contexte vu de la part de l'individu. Donc, on regarde comment l'individu voit le social quand on est dans une perspective davantage interactionniste ou un peu perceptuelle ou phénoménologique. Ou on le regarde du côté des influences de l'environnement ou du contexte sur l'individu, ce que ça fait sur l'individu. Mais dans tous les cas, le focus est l'individu, mais en relation avec le social. Puisqu'on sait, dans des différents courants de psychologie, il n'y a plus personne maintenant qui prétendrait que l'individu est un objet qu'on peut vraiment définir comme un être isolé. C'est impossible. Toutes les psychologies s'accordent pour dire qu'il est profondément social, c'est-à-dire qu'il naît dans le social. Mais l'intérêt pour la psychologie, c'est, oui, mais comment cet individu pris maintenant de son point de vue, donc d'un point de vue qui est davantage subjectif ou d'unicité, voit-il les influences qu'il reçoit du social et qu'est-ce qu'il fait avec ça? C'est la dimension plus active. Et inversement, qu'est-ce qui fait que dans son environnement social, que ce soit la famille, que ce soit les groupes sociaux, que ce soit le travail et autres, cet individu devient ce qu'il est? Alors, il y a donc une double relation, et selon les courants de psychologie, on va mettre l'accent, ou je dirais le focus, sur un pôle plutôt qu'un autre. Par exemple, la psychanalyse, bien sûr, a beaucoup investi la dimension d'intériorité, le psychisme, le sujet, mais l'approche behaviorale, au contraire, met l'accent presque exclusivement sur l'environnement. L'individu étant cette boîte noire, et dont on ne regarde que les réactions et les comportements. S'intéressant très peu, mais minimalement, à la dimension interne, subjective. Entre les deux, vous avez des approches cognitivistes qui s'intéressent à l'individu, mais surtout comme intelligence, je dirais, de l'environnement. Donc oui, ils s'intéressent, ils rentrent dans la boîte noire, mais uniquement pour éclairer la dimension, je dirais, disque dur ou disque mémoire active de l'individu, ses impacts sur l'action. Et vous avez enfin l'approche humaniste existentielle qui, elle, tente de relier d'une façon phénoménologique le sujet à son environnement. Alors voilà pour la psychologie. Mais l'intérêt, pour moi, à l'époque d'aller en sociologie, c'est que le pôle qui n'est pas pris, je dirais, pleinement dans sa dynamique propre, c'est le pôle, justement, du fameux contexte de l'environnement, comme on les appelle en psychologie, ou des variables de l'environnement, qui ont tendance à être très abstraites et désarticulées en psychologie sociale, par exemple, parce qu'on les mesure, on les examine, mais on n'a pas de théorie du social. Alors pour moi, la sociologie voit le problème exactement à l'inverse. Elle part du social pour ensuite arriver à comprendre l'individu. Alors, depuis Durkheim et bien avant, c'est comme si l'entité sociale la plus large possible, que ce soit, disons, une civilisation ou à la limite continent, et ensuite des sociétés plus discrètes comme des pays, ou encore à l'intérieur des pays, de régions ou des villes, sont pris d'emblée comme un réseau de relations sociales qui a sa propre entité, et on place l'individu là-dedans. On regarde le social pour comprendre l'individu, mais en second lieu. Ce qui fait que, comme disait Martuccelli récemment, dans la plupart des grandes sociologies classiques, le social écrase facilement l'individu. L'individu n'est qu'un résultat déterminé des grandes structures sociales, que ce soit le politique, l'économique, le culturel, et ma foi, l'individu apparaît bien sûr comme cette petite unité assez utile quand même, puisque le social n'est composé que d'individus finalement.
Mais il aboutit, on a déplacé le microscope du micro au macro, qui est le propre de la psychologie souvent, pour d'aller partir du macro au micro. Et le macro, très, très souvent, va faire que si on regarde par le mauvais bout de la lorgnette, on va voir l'individu comme un tout petit individu, presque insignifiant, presque une fourmi, parce qu'on prend bien sûr le grand bout de la lorgnette. Alors forcément, il est tout petit. Alors que la psychologie, elle, partant du micro vers le macro, prend le grand bout de la lorgnette, mais elle prend le petit bout, et elle voit l'individu très grand, et le social devient comme une sorte d'éclairage pour mieux le saisir. Ce renversement de perspective est insatisfaisant des deux côtés. Le social qui prime sur l'individu. D'où cette préoccupation de relier quelle serait la place des rapports individu-société qui rencontreraient un certain équilibre. J'aime bien l'étiquette psycho, trait d'union, sociologie. Et si on pouvait le dire, même si c'est pas très élégant, mais psychologie et sociologie pour regarder l'individu, en donnant à chaque perspective sa propre validité, son irréductible, je dirais, mais en les reliant par un « et » majuscule, puisque l'interaction entre les deux est la partie faible des deux champs disciplinaires la plupart du temps, et d'où mon intérêt pour la psychosociologie, beaucoup plus que la psychologie sociale qui demeure malgré tout très psychologique, puisqu'on traite l'environnement comme uniquement ce qui peut contribuer à mieux saisir la dynamique individuelle, ou encore la psychologie sociale telle qu'on l'enseigne en sociologie souvent, qui est emportée par les lectures très des grands ensembles sociaux et l'impact sur les individus. Alors, je dirais que la rééquilibrer les deux, c'est de donner tantôt beaucoup d'importance aux individus sujets, acteurs sociaux, et tantôt de donner quand même toute sa place aux structures sociales et aux grands ensembles sociaux, mais en déréifiant l'un et l'autre, ce qui est très difficile. Puisque quand on rentre dans les grands traités de sociologie, on a l'impression que, ma foi, où est l'individu, où est le sujet, oui, il y a des appartenances de plus en plus larges et complexes, et on se demande qu'est-ce qui peut changer ou qu'est-ce qui peut faire. C'est un effet de perspective. C'est sûr que si je prends moi comme individu sujet, et que je dis comment pourrais-je influencer les cours du pétrole actuellement, je suis un peu mal pris. C'est une erreur de mesure, comme on dit. C'est évident que moi seul, qui est une mauvaise lecture de l'individu social, je ne peux pas influencer les cours de pétrole. Mais je peux très très bien, par contre, avec d'autres, et dans une action sociale organisée, influencer les cours de pétrole. Ça peut remonter jusqu'aux politiques à ce moment-là, et ça va supposer des choix très complexes. Mais je ne suis pas soumis et désormais déterminé absolument par les cours du pétrole dans ce que je fais. Et les cours du pétrole eux-mêmes ne sont pas une loi de la nature. Ce sont le choix de décision d'acteurs, fort intéressés d'ailleurs, et qui peuvent faire ces choix parce que d'autres acteurs le permettent ou le favorisent. Et j'en fais partie. Je fais partie des acteurs qui, ou en le consommant, ou en ne protestant pas, ou en permettant l'élection de certains gouvernements, n'agiront pas sur le plan politique dans cette orbite-là. Cette complexité des niveaux pour relier l'individu social, c'est la fascination pour moi de la psychosociologie. À l'inverse, toute cette idée de partir, par exemple, je reprends mon exemple de la crise du pétrole et de la pression économique que ça a créée sur les sociétés et les individus, ça n'éclaire pas beaucoup, par ailleurs, mon champ d'intérêt, moi, subjectif, et ma finitude. Qu'est-ce que ça change dans mes choix, par exemple, de vie? Et qu'est-ce que ça va éclairer davantage sur ma préoccupation de la vie et de la mort? Il faut voir l'influence très relative de ces pressions économiques sur mes choix existentiels. Et ces choix existentiels-là, je les perçois beaucoup mieux par la psycho, et éventuellement même par la philo, que par la socio, qui va constater, en interrogeant les gens, que oui, ils ont des intérêts plus ou moins reliés aux grandes structures sociales. C'est ce jeu constant entre les théories de l'acteur, qui sont vues par différentes écoles en psychologie, et du sujet acteur, pardon, et les théories d'acteur social qui en sociologie sont vues également par différents courants. Alors moi, je me situe davantage dans ce que j'appelle un courant critique, je dirais interactionniste symbolique critique.
qui n'est donc pas complètement acquis à la vision marxiste ou néo-marxiste ou bourdieusienne, ou encore, je dirais même tourainienne complètement, puis quoique Touraine m'intéresse bien, qui sont des théories où justement l'accent est tellement mis sur, je dirais, les grandes structures socio-économiques et sociopolitiques qu'on perd de vue en grande partie la construction des rapports individu-société. Bon, par contre, l'interactionnisme symbolique, pris comme tel dans l'école de Chicago et ses successeurs, a souvent tendance à minimiser la complexité des grandes structures sociales. D'où cette perspective critique, pour moi, qui est de relier la pensée, je dirais, un peu dans le style de l'école de Francfort, du micro et du macro, en mettant ça dans une dimension la plus constructive et active possible. Un bon vieux mot qui me plaît bien, moi, qui vient de la vieille philosophie, mais qui me paraît toujours encore intéressant, c'est le mot dialectique. Et que dans le fond, on n'en sort pas, c'est-à-dire que les grandes structures sociales ne sont pas closes, elles se redéfinissent par l'action des acteurs sociaux, puis l'individu n'est pas non plus complètement sujet libre et volontariste, et il est aussi largement déterminé par son environnement physique, biologique, social. Et c'est cette construction-là, cette co-construction de l'acteur social et sa subjectivité dans des contraintes sociales qui est l'intérêt même d'une approche interactionniste critique. Bon, puis il y a le courant, bien sûr, en sociologie qui est plus interprétatif, phénoménologique aussi en termes de tout ce qui peut entraîner une réflexion sur le symbolique et le culturel. Je me sens aussi assez proche de ces courants-là. Mais là aussi, il y a plusieurs écoles qui traversent de toute façon les approches dites culturelles ou culturalistes. Elles sont tantôt critiques, tantôt interactionnistes, tantôt davantage, je dirais, fonctionnalistes. Donc, tout dépend. Puis, évidemment, je viens de le mentionner, ce courant dans lequel nous sommes nés en Amérique du Nord, malgré nous et avec nous, qui s'appelle l'école fonctionnaliste, avec toutes ses variantes multiples, dont d'ailleurs l'interactionnisme symbolique dans sa version primitive, qui était très fonctionnaliste d'orientation, où là, vraiment, c'est la vision d'une société où tout s'agence dans des fonctions et des perspectives de système qui font qu'on a des sortes d'emboîtements complexes, mais extrêmement ordonnés, finalement, avec uniquement comme voie de sortie d'être déviant ou exclu. Alors, dans la vision fonctionnaliste, il y a un ordre social qui est mouvant, qui est dynamique, mais qui s'organise constamment. Dans la vision critique, il y a plutôt conflit perpétuel et dynamique ouverte. Et l'interactionnisme symbolique, ça redonne à la perspective critique une plus grande place à la construction des acteurs sociaux. Alors, il y a des grands traits, pour les auteurs derrière ça, on les a vus passer indirectement. C'est sûr que quand on pense à Parsons et le courant américain, et l'influence qu'il a eue à partir d'une certaine sociologie française, aussi, on peut dire que Durkheim et Parsons ne sont pas si loin que ça. Et que des auteurs comme Touraine et Giddens qui ont tenté de réconcilier le fonctionnalisme et la pensée marxiste ou critique ont eu beaucoup de difficultés à ne pas, je dirais, se faire prendre au piège de cet immense intérêt du fonctionnalisme pour l'ordre social. Et mettre le changement dans l'ordre social, c'est toujours un vieux problème en sociologie. Alors, au contraire, l'école de Francfort m'est apparue, moi, historiquement, assez intéressante, parce que donnant beaucoup plus de place à une théorie du sujet et une théorie de l'acteur, tout en conservant une pensée critique de néo-marxiste ou post-marxiste comme champ d'intérêt. Et l'école dite interprétative critique aussi tente également, je pense, de réconcilier le monde des grandes contraintes sociales que j'appelle des grandes structures et le monde de l'acteur dans sa capacité d'interprétation. Alors évidemment, on a tout le courant qui va de Gadamer en passant par Ricoeur, qui, philosophes, vont influencer ces approches plus interprétatives du réel. Et puis voilà, il y a quelques références qui m'animent toujours, mais qui sont maintenant lointaines, parce que c'est des classiques, comme on dit. Et dans le courant de la vie, souvent ça traverse
les travaux, je dirais, beaucoup plus appliqués qu'on trouve en théorie d'intervention sociale ou en théorie des organisations du travail. Et par exemple, moi, je m'inspire beaucoup d'une approche dans le travail qui s'appelle la psychodynamique du travail, qui est l'école construite autour de Christophe Dejour et également Yves Clos au laboratoire du CNAM, où la dimension justement de la place des collectifs et de leur capacité de réflexion et d'influence dans les organisations, mais l'évolution des nouvelles structures de gestion et d'organisation dans un monde compétitif mondial est une base de lecture. Donc on est confronté, je trouve que retrouve là cette fameuse articulation psychosociologique qui m'intéresse tant. Et c'est un peu la même chose quand je m'inspire dans une méthode qui m'est chère aussi, qui s'appelle la méthode des récits de vie, en groupe ou en collectif, qui est comment le discours des acteurs nous éclaire sur la dynamique sociale et réciproquement comment en groupe ou en collectif on peut donner plus de place à la parole de l'individu dans le récit historique ou le récit de vie. Alors ça, je m'en inspire beaucoup aussi. Ces deux influences-là, dans les pratiques méthodologiques et d'intervention, s'appuyant sur ce que j'appelais avec d'autres maintenant depuis plusieurs années, une approche clinique de la sociologie, ou parfois quand on est audacieux, on parle de sociologie clinique, c'est-à-dire comment faire une sociologie de l'intervention qui serait une intervention sociologique. Donc on joue sur les termes ici pour bien montrer que la réflexion sociologique peut aussi se faire avec d'autres en proximité. Et que la dimension clinique, c'est bien ce qu'elle signifie, que le sociologue, au fond, se situe comme offrant et demandeur d'interaction par rapport à des acteurs sociaux qui sont également demandeurs et offrants de réflexion. Et que dans la posture d'une sociologie clinique, on comprend mieux le social quand on le fait ensemble. D'où la perspective clinique qui est assez radicale comme paradigme, mais qui s'appuie beaucoup sur les quelques référents que je viens de souligner là. Quand on parle de sociologie clinique, il y a effectivement une sorte de protocole type, si on veut, qu'on peut dégager là, schématiquement, mais bien, il va varier bien sûr selon les situations et les thèmes et les objets. Mais globalement, d'emblée, c'est la posture d'un chercheur, mettons en sociologie, on parle de sociologie clinique. On pourrait penser aussi d'un chercheur qui se définit comme psychosociologue, mais ça serait aussi une psychosociologie clinique de toute façon, face à un demandeur au départ. Je verrai comment le jeu de la demande et de l'offre ici est intéressant. Un demandeur qui va être un acteur social, c'est-à-dire un représentant, soit d'un groupe associatif, soit d'une organisation, ou d'un groupe plus ou moins informel, mais qui vient au fond à la rencontre du chercheur ou réciproquement. Le chercheur rencontre ces gens-là et va émerger l'idée d'une commande d'intervention et de recherche, que je ne dissocie pas, puisque quand on est dans le domaine de l'interaction, il y a toujours au fond un jeu de commande et d'offres, ou un jeu de demande et de réponse. Et cette première étape est extrêmement importante, et les auteurs qui nous ont aidés je dirais, à cadrer le plus cette première entrée sur des terrains où le sociologue, souvent, lui, il est logé à l'université ou dans un groupe de recherche, et donc dans une posture institutionnelle relativement lointaine par rapport à la vie courante, va donc intervenir sur ce qu'il appelle, lui, un terrain. Les terrains prenant plutôt le sociologue comme un peu l'étranger qui va arriver chez eux. Mais bon, cette rencontre-là, les analystes institutionnels, entre autres, je pense à La Passade et Louro à l'époque, dans les années 60, puisque c'est un peu comme ça que j'ai commencé ma carrière, j'ai retenu certaines leçons de base, ont bien distingué ce qu'on appelle la commande et la demande, et le jeu et le travail de la demande. Et on le fait beaucoup en psychologie clinique aussi. La commande, c'est les prétextes de la rencontre et les prétextes de la demande. Et il y aura un travail, bien sûr, qui va nous permettre à chacun dans son institution d'avoir une certaine légitimité de face, je dirais. Alors, par exemple, un groupe communautaire dirait à un sociologue, écoutez, on aimerait que vous veniez nous voir pour un peu faire le bilan de nos activités, ou faire le point sur les préoccupations qu'on a pour qu'on soit mieux connu dans la communauté. Ça, c'est la commande. Le sociologue peut répondre à ça en disant « Ouais, oui, peut-être que je répondrai, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement de mieux comprendre les contextes de pauvreté ou d'immigration. »
Puis bon, je suis prêt à travailler avec vous. On est au niveau relativement d'une commande. Chacun est légitime dans ses rôles, ses intérêts de recherche. Quelle est la demande sociale dans les deux cas? C'est beaucoup plus complexe. Et travailler la demande, c'est se rencontrer. Oui, mais pourquoi vous voulez absolument qu'on fasse une recherche chez vous ou une intervention? Quels sont vos enjeux? Et quelle est la véritable... Qu'est-ce qui est caché derrière la commande? Et c'est pas toujours facile à expliciter, il faut être en confiance. D'abord, dire que ça nous intéresse de part et d'autre de se rencontrer. La demande sociale peut être de dire, écoutez, effectivement, on est en crise. On n'est pas sûr si on va pouvoir continuer parce que vraiment, il y a des débats internes qui font qu'on est perdu ou qu'on a des problèmes de financement, etc., etc. Et on pense qu'une recherche pourrait nous aider à répondre à une demande. Mais derrière la demande, il y a une autre demande plus profonde. C'est par exemple, si je rentre dans un groupe associatif, un groupe communautaire, quelle est la place de ce groupe communautaire dans les enjeux d'action sociale et sociopolitique au Québec? Et est-ce qu'il y a encore une légitimité de l'action communautaire dans un contexte où l'État est en train de commander ce qu'il veut des actions communautaires? Le rapport à l'État peut être la véritable demande derrière la commande qui est « je voudrais faire un bilan d'activité sur nos activités ». Le chercheur aussi a ses propres intérêts. Et derrière son intérêt pour la pauvreté ou l'action communautaire, c'est de remplir son CV, c'est à un niveau très immédiat. Mais c'est peut-être aussi que lui a des préoccupations particulières pour dire « je crois profondément que l'action communautaire a une grande légitimité dans le domaine social ». D'après mes travaux antérieurs, d'après ma théorie plus générale des mouvements sociaux et des mouvements sociaux, je m'intéresse, donc j'ai un intérêt de recherche pour mieux comprendre, parce que j'en suis loin un peu de l'action communautaire, ou j'en suis prêt, mais je voudrais prendre quand même la chance d'aller beaucoup plus loin dans la réflexion sur l'action communautaire. Alors, j'ai un intérêt de connaissance et j'ai probablement un intérêt de citoyen à défendre également certains pôles de l'action, quitte à avoir une posture critique, parce que j'ai beaucoup de critiques à apporter aussi, vu de loin, à certaines déviations de l'action communautaire, je trouve facilement, je ne sais pas trop quoi, récupératrice ou autre chose. Donc je vais jouer un rôle également qui va être un rôle de confrontation, possiblement. Et c'est en éclairant tout ça qu'on va définir que j'appelle un contrat, qui va prendre d'ailleurs une forme très concrète, puisqu'il y aura un plan de travail qui va être élaboré, des objectifs, des méthodologies et un plan d'action. Mais un contrat au sens aussi d'une relation d'intérêt, où quand je disais qu'il peut y avoir un renversement de la commande et de la demande, il y aura à clarifier des postures aussi. Est-ce que je viens comme la personne, l'expert éclairé qui vient dire au communautaire comment il devrait vivre? Ou est-ce que le communautaire va dire, je vais utiliser le chercheur pour remplir mes objectifs à moi de financement? Alors, quelles seront effectivement les postures relatives et quelle est la part de savoir qui va être reconnue et valorisée de part et d'autre? Et là, tout à coup, je vais réaliser que moi, au fond, je ne connais pas tant que ça le savoir pratiqué et le savoir d'expérience des gens du communautaire et même leur savoir théorique, et qu'ils ne connaissent pas non plus tant que ça le savoir scientifique ou le savoir d'expérience du chercheur. Et on va peu à peu réaliser qu'on a tous les deux, on a une posture de relative codépendance et qu'on est en demande par rapport à certains domaines, à certains niveaux. Et que ce n'est pas au départ uniquement un demandeur et un offrant qui offre une expertise à quelqu'un qui ne l'aurait pas, mais que c'est beaucoup plus complexe que ça, qu'il y aura donc un enjeu de négociation de nos postures relatives et qu'il y a un travail qui va se faire dans l'échange de savoir. Le contrat devrait d'emblée éclairer ces champs institutionnels des savoirs et des pouvoirs dans les acteurs au point de départ. Et là, ça peut prendre du temps. Et la relation de confiance qui va s'établir suppose qu'on clarifie ces différents enjeux-là et qu'on se clarifie par rapport aux demandes réciproques d'intervention qui sont partie prenante des deux parties. La deuxième étape, donc, étant établi qu'il y aura un contrat concret maintenant qui va opérationnaliser dans des formes relativement opérationnelles les objectifs, le temps, le financement, etc. Parce que à la limite, ça peut passer aussi par une subvention, un organisme subventionnaire. Ça peut prendre du temps, donc tout ce travail préliminaire. Mais disons qu'on arrive maintenant dans l'action. Il y aura donc le choix des méthodes pour faire une recherche-intervention de type sociologie clinique. Dans les méthodes, avec ce que je viens de dire, il y aura essentiellement un dispositif d'échange de savoir.
Il peut être à temps différé, il peut comprendre plusieurs activités. Il y aura peut-être des temps d'enquête, des temps de questionnaire, des temps d'entrevue, mais il y aura certainement dans une approche clinique des temps de confrontation et de débat. Que ce soit au niveau d'abord de petits groupes ou d'un niveau plus large comme des assemblées, ça dépend un peu du contexte de l'intervention, il y aura toujours validation et confrontation des données de part et d'autre. Et apprentissage, mise en apprentissage des deux parties. Et c'est un travail donc, qui va supposer des échanges et du temps. Donc, ça ne nie pas qu'il y ait des appareils plus classiques comme des questionnaires avec analyse statistique, des observations même extérieures. Mais tout ce matériau de recherche qui va être bien sûr construit en partie par les chercheurs qui ont là-dessus, je dirais, une expertise particulière, ne vaudra que si c'est remis dans la réflexion partagée. Et si ce sens des données de recherche prend du sens pour les acteurs, et si d'autre part les chercheurs ne donnent pas une grande place au discours et à la parole, autrement que par questionnaire, aux gens, que ce soit sous forme d'entrevues plus ouvertes ou que ce soit de rencontres collectives où les gens vont s'exprimer, ce qui fait donc qu'on voit tout de suite qu'il n'y a aucune recherche clinique, d'approche en sociologie clinique, qui va pouvoir se distinguer d'une intervention. Puisque quand on donne la parole de part et d'autre et qu'on traite d'enjeux qui sont ceux d'un groupe et d'un collectif qui a été demandeur, forcément, ça va produire du changement. Donc le moment clinique de l'échange de savoir est un moment d'intervention, puisqu'il est un moment de réflexivité qui va éclairer des choix par la suite. Il est aussi, par contre, un moment de connaissance. Donc, il y aura des moments où les chercheurs vont rapatrier, je dirais, des connaissances pour eux, et il y aura des moments où les praticiens vont rapatrier aussi des connaissances pour eux. Et la dernière finale, et c'est là qu'est la beauté d'une approche clinique quand elle se fait bien et elle peut se faire jusqu'au bout, c'est qu'il y aura coproduction des savoirs, pas au sens d'une sorte de mélange où on égalise les savoirs, au sens où les praticiens dans leur monde propre, comme les usagers, vont pouvoir s'exprimer à leur façon dans des médias qui leur sont accessibles et avec leurs propres moyens. Et les chercheurs vont le faire, parce qu'ils ont déjà des équipements pour le faire, dans leur propre réseau aussi. Mais on n'a pas à demander à un usager ou un praticien de se convertir en chercheur académique. On n'a pas non plus un chercheur académique à se convertir en intervenant et en usager. Mais il faut qu'il soit maintenant relativement plus proche qu'il n'était pour réaliser que la distance institutionnelle qui perdure au fin de la recherche est maintenant plus consciente de la part relative des autres et qu'elle est surtout moins dominatrice. Et donc on est soucieux de se soutenir réciproquement pour s'aider à ce que la parole puisse se distribuer socialement d'une façon qui est à la fois consciente des contradictions que sont les différences institutionnelles, mais également critique de ces institutions-là pour tenter d'en aménuiser la distance. Alors ça, je dirais, c'est le projet clinique, dans sa beauté la plus pure, là. Bon, dans la pratique, on va, comme je viens de l'évoquer à la fin, on ne résout pas comme ça, dans des interventions ponctuelles ou des micros, toutes les contradictions qui sont posées par la hiérarchisation sociale des savoirs et des pouvoirs, qui sont elles-mêmes plus ou moins dépendantes, je dirais, de contraintes institutionnelles des hiérarchies des groupes sociaux. Hiérarchie toujours mouvante, parce que ce n'est pas les mêmes classes sociales que déjà. Mais c'est certain que quelqu'un qui vit toute sa vie comme prof d'université pendant 35 ans va développer ce que j'appelle un défaut structurel institué qui va le mettre dans l'académie. Son savoir scientifique, en réalité, est biaisé par sa posture académique et l'institution. Même chose pour un intervenant qui est un militant de longue date en milieu syndical ou en milieu associatif, qui devient un spécialiste du communautaire, va devenir de plus en plus un professionnel du savoir d'action pratiquée. Tout comme l'usager qui vit dans sa vie de tous les jours en combinant toutes sortes d'astuces et toutes sortes de savoirs pour vivre et survivre, dans son travail comme ailleurs, va développer un type de savoir qui lui est propre et qui va s'instituer également dans ce qu'on appelle une étiquette qui est la qualité de son sens commun, de plus en plus spécialisé puisqu'il va intégrer de plus en plus de choses. Alors, l'usager a son savoir propre, ce qu'on appelle l'usager, c'est le participant, c'est le vis-à-vis
institué dans les rapports de recherche ou de formation ou d'intervention. En réalité, nous sommes tous citoyens, mais quelque part, on sait bien que c'est faux. On est citoyens situés. Et quand on fait de la recherche-action ou de la recherche-formation, on est toujours dans ces débats entre, oui, il y a un fonds citoyen pour tout le monde, mais il y a des postures institutionnelles qui, elles, sont marquées par des rapports, je dirais, inégaux de savoir et de pouvoir. Et l'enjeu d'une approche clinique de la sociologie, d'une sociologie clinique, c'est de réduire le mieux possible un tout petit peu les inégalités. Dans les savoirs d'abord, et on espère dans les savoirs, dans les pouvoirs, éventuellement dans l'action sociale. Mais ça, c'est un peu l'utopie. C'est pas le sociologue seul qui peut faire ces trucs-là. C'est plus des groupes sociaux qui, comme on dit dans le langage courant, prennent de l'empowerment, c'est-à-dire se réapproprient leur pouvoir pour pouvoir, et de savoir, pour être plus actifs dans les, je dirais, les interactions sociales. Le rôle du sociologue, c'est de réduire les inégalités, entendues dans le sens de distance par rapport à l'institution, par rapport à sa positionnement institutionnel de base. Oui, y compris l'institution même du savoir, qui est prétendument la science, qui est inaccessible quelque part pour monsieur tout le monde ou pour même les professionnels. Alors qu'en réalité, ça c'est une construction idéologique. C'est vrai que la science a des difficultés particulières, mais l'ouvrier qui travaille sur sa machine aussi est inaccessible pour le chercheur moyen. Et le monsieur tout le monde qui vit ses drames de vie existentielle est aussi inaccessible pour monsieur le chercheur habituel. Dans tous les cas, il y a d'inaccessibles. C'est inaccessible relatif, puisqu'on peut le traduire. On peut le rendre accessible, puisqu'il n'y a pas de magie. Ce n'est pas des mondes sacrés. La science, donc, se traduit. Les formules mathématiques, comme les résultats statistiques, prennent du sens quand on les traduit en phrases de langage courant. Et c'est tout à fait faisable. Les concepts ne sont pas des propriétés, heureusement, réservées au monde de la logique et des mathématiques. Elles peuvent prendre du sens dans le social avec des phrases ordinaires. Et inversement, les phrases ordinaires ne sont pas que des phrases ordinaires. Elles peuvent également se traduire de plus en plus dans des concepts qui vont être de plus en plus, je dirais, savants, quand on les traduit également, en partant également du langage courant. Il y a cette capacité du langage en sciences sociales d'être versatile, d'être extrêmement polyvalent, donc de relier des mondes très formalisés comme les mathématiques, c'est le philosophe qui parle ici, et le langage de la poésie, même du geste. Alors, entre le langage spontané du geste ou de la poésie ou de l'image et le langage formalisé des mathématiques et de la logique, y a-t-il des liens? Mais bien sûr. Et c'est l'intelligence humaine elle-même qui, producteur de ces différentes formes de langage, est capable de les relier aussi. Alors, c'est là que la philosophie n'est pas si mauvaise comme référence, puisque elle permet, je dirais, de questionner dans ses fondements les prétendues coupures radicales qu'on a souvent évoquées, par exemple en sociologie, en disant la science est inaccessible au sens commun. Et le sens commun n'est pas de la science. Hein? Ces grandes déclarations de Bachelard à l'époque, qui pourtant lui-même dans son œuvre a fait les deux. Il était capable de faire des trucs extraordinaires pour valoriser la poésie et l'imaginaire, comme il était capable de valoriser l'esprit scientifique. Alors, je me dis que Bachelard, son œuvre parle contre lui. Il est capable, bien sûr, de parler de coupures épistémologiques, mais il était capable également de montrer qu'on peut la surmonter en s'approchant des formes de langage les plus divers. Je dirais que le sociologue clinicien, c'est quelqu'un qui, essentiellement également, est dans une posture de traduction. Et c'est pas tous les sociologues qui sont cliniciens, c'est heureux, parce que les sociologues sont de mauvais traducteurs. Et mieux vaut qu'ils restent dans leur langage un peu particulier. Si on fait maintenant un nouveau lien avec un des champs que j'ai à peine évoqué dans le parcours, mais qui quand même est important puisque j'y habite dans ce champ, qui est la communication, c'est effectivement l'importance de la communication dans tout cela. Et là, on voit mieux que si on parle de traduction, d'échange de savoir, de liens qui s'appuient sur des dispositifs d'échange, on est dans le champ, on est vraiment dans le champ de la communication. Et pour moi, la communication sociale et publique,
qui est le nouveau nom de notre département, qui se distingue un peu des médias, a comme particularité de miser beaucoup sur l'interaction comme concept central. Et l'interaction, comme je le disais tout à l'heure, en sociologie, c'est comment construire justement une compréhension de l'interaction qui est dans la lignée un peu de l'interactionnisme symbolique. Donc, cette capacité qu'ont les acteurs de construire le réel, je dirais, en interaction, en réciprocité, mais dans un contexte qui traverse cette interaction et qui va être critique. Donc, on ne parle pas n'importe comment, d'une façon, on n'est pas entre deux individus ou même 10 individus qui tout à coup sont des êtres égaux et qui ont tous les mêmes particularités. Au contraire, on est toujours situé dans des rapports sociaux d'interaction inégaux. Inégaux, je dirais psychologiquement certainement, puisqu'on n'a pas les mêmes bagages, les mêmes expériences de vie, mais toujours socialement, puisqu'on vient toujours de quelque part dans une place sociale qui va être située jamais à la même place. Cette histoire qui se ressemble, en fait, peut être très différente, puisqu'il y a toujours des différences qui jouent dans le rapport d'enseignement. C'est le cas que je prends ici comme exemple, mais on peut en prendre bien d'autres. Différences qui sont liées à des différences psychologiques, bien sûr, en termes de bagage d'expérience et de parcours de vie, etc. Mais différences en termes également d'origine sociale et de place sociale entre les étudiants eux-mêmes, puisqu'ils ne sont pas à la même place ni dans les mêmes milieux de provenance, et différences également par rapport aux professeurs qui, lui, occupent également une autre place ailleurs et qui peut être très loin par rapport à celle des étudiants. Donc, on peut voir que dans toute situation d'interaction, j'ai pris l'exemple de l'enseignement, mais c'est vrai également dans un groupe de recherche, c'est vrai dans un groupe de recherche-intervention, dans toutes les formes de recherche et de formation, il y a toujours ces enjeux d'une interaction qui va être modulée par une lecture très différente qui nous vient des perspectives sociales qui la traversent. L'interaction, donc, communicationnelle est très centrale comme processus, mais elle prend sa signification et sa portée par l'éclairage du contexte sociétal dans lequel elle se situe. En même temps, elle crée de la connaissance et elle produit la connaissance et elle crée de l'action aussi. Alors, la pragmatique communicationnelle, qui a été un champ développé beaucoup en communication, est très éclairante. C'est que la communication n'est pas qu'un véhicule de transmission de la connaissance. C'est également un lieu où différentes formes d'interaction vont produire des effets, pas uniquement de connaissance, mais des effets également d'action. Puisque quand on parle d'interaction dans un contexte en particulier de recherche et d'intervention, il va être abordé des questions de choix, d'orientation, de décision, qui vont également ressortir de toute cette interaction. Alors, je dirais que la pragmatique communicationnelle, c'est cette dimension de l'interaction qui éclaire les postures, je dirais, à la fois rhétoriques, mais aussi pratiques, qui vont déboucher vers l'action. Alors, la communication devient action. Et action immédiate, bien sûr, dans les faits de connaissance et dans les faits de prise de décision, par exemple, mais communication aussi, je dirais, à terme, dans la mesure où elle va commencer à orienter les acteurs vers d'autres gestes, d'autres agirs qui vont avoir des répercussions plus larges dans le milieu social. Donc, tout dispositif de recherche et d'intervention repose sur la communication, finalement, comme opérateur, je dirais, fondamental pour produire de la connaissance et de l'action. Bon, bien sûr qu'on peut étudier maintenant, et c'est tout l'intérêt du champ de la communication, puis dans le détail, ce qui se passe dans ce processus même de communication. Et là, on peut avoir une posture également de recherche, je dirais, à un deuxième degré, sur qu'est-ce qui se passe dans une interaction, qu'est-ce qui se passe dans une rencontre, dans un collectif, dans une conversation, quel est effectivement les types de langage mis en cause, les actes de langage mis en cause, les formes de référents ou de références symboliques, ainsi de suite, qui peuvent être objets d'analyse. Donc la communication est aussi une discipline dans la mesure où on réfléchit sur les différentes formes d'interaction sociale qu'on appelle communication.
Et si on y inclut des médias, on peut aussi bien sûr complexifier cette lecture en y mettant de plus en plus des dispositifs complexes comme la télévision, la radio, Internet et les journaux, etc., qui sont uniquement des intermédiaires plus complexes dans un processus d'interaction sociale qui, à ce moment-là, devient évidemment plus large et plus indirect, puisque entre la réception de l'émission de télévision et sa production, il peut se passer non seulement en temps réel beaucoup de temps, mais il peut se passer même des années, puisque je peux revoir, moi, une émission produite il y a 10 ans, et tout à coup, je réalise que je peux avoir un effet de récepteur sur un produit qui a sa vie propre depuis 10 ans. Alors, toute cette complexité des médias va ajouter à la complexité d'interaction, mais c'est vrai aussi dans le domaine social, puisque indépendamment des médias, la rencontre que j'ai avec des dirigeants ou avec des participants à un projet, et puis tout à coup, la décision ou pas de faire telle opération 2 mois plus tard, c'est pas facile de faire le lien direct. Et pourtant, il y a eu médiatisation possible entre cette rencontre et puis l'effet de la décision concrète qui va être prise 2 mois plus tard dans telle et telle activité. Alors, il y a aussi dans la communication sociale constamment médiation. Alors, il n'y a pas que les médias traditionnels qu'on appelle les médias grand public pour parler d'information. On peut dire qu'on comprend mieux l'interaction sociale quand on réalise qu'elle est toujours médiatisée. Et même dans le face-à-face, et là on tombe dans des dimensions qui sont plus fines, comme l'interaction non-verbale, ce qu'on appelle aussi le langage des gestes, le langage des signes, la proxémique, qui nous font réaliser que, oui, parler quelqu'un dans un contexte d'horaire, par exemple, de 9 à 10 ou de minuit à 2 heures du matin dans un local qui est X, Y, Z, ce sont des médiations extraordinairement différentes. Et que ça va influencer le type de propos et l'efficacité et la signification même de l'interaction. Donc la médiatisation est partout. Et dans ce sens-là, plus on creuse cette dimension-là, plus on en arrive à des trucs relativement importants qui vont être, au fond, qu'on retrouve la sociologie. Puisque la communication conduit vers ce que Habermas lui-même a appelé l'agir communicationnel, qui prend des dimensions d'espace public, de gestes politiques, de gestes, je dirais, d'acteurs sociaux, qui auront constamment à communiquer, mais cette communication-là devient de plus en plus, au fond, une autre façon de parler. Comme disaient les Touraine disaient en blague une fois que dans le fond, la communication est un mauvais mot, puisque le vrai fond de la communication, c'est un enjeu démocratique. Alors, la démocratie et la communication, même combat. Puisque prendre la parole en public ou en privé, qui va conduire au public de toute façon, et agir socialement, c'est bien communiquer, mais c'est aussi faire de la démocratie.